À votre avis, est-ce que vous pouvez vraiment devenir fou si vous ne voyez jamais personne? Ou à quel point vous pouvez souffrir d'avoir constamment des gens autour de vous? Eh bien, approchez-vous mes ablettes, je vais vous montrer les dangers de rester de plus en plus longtemps dans ces situations extrêmes. On va parler d'ikikomori, d'astronautes et de prisonniers. On verra pourquoi les confinements Covid ont divisé la population en deux catégories. Et pour comprendre quelle est la pire option, on parlera de Van Gogh, d'un roi fou et de plein d'autres histoires extrêmes comme celle qui a inspiré Robinson Crusoe et Mowgli. Mais pour commencer, on va déjà voir les résultats après une semaine. Bien, imaginez qu'à partir de maintenant, vous devez rester tout seul toute votre vie. Si vous êtes en couple, vous allez devoir dire adieu à votre moitié. Et si vous êtes célibataire, peut-être que vous n'avez pas encore essayé Adopt. Et là, je vous parle pas d'une simple appli de rencontre, mais d'un véritable ChatGPT de l'amour. Parce que sur Adopt, il n'y a pas d'histoire d'algorithme, de matchmaking ou de trucs du genre. Dans un premier temps, vous remplissez votre profil avec des infos personnalisées, vos passions, vos traits de personnalité, vos goûts, vos habitudes, etc. Ensuite, vous avez juste à utiliser une barre de recherche comme sur ChatGPT. Là, vous décrivez l'amour de votre vie, comme nos deux compères. Par exemple, je sais pas, une femme rousse avec des bouclettes qui aime bien parler de rêves et de science. Et hop, Adopt vous propose une sélection de profils qui correspondent à vos mots-clés. Et ça, c'est une fonctionnalité unique qui s'appelle d'ailleurs la recherche magique d'Adopt. Alors moi, j'ai pas encore utilisé cette nouvelle fonctionnalité. Par contre, j'étais sur Adopt il y a des années de ça, du coup, où j'avais déjà rencontré une fille. Donc là, écoutez, je suis très curieux de voir en fait ce que ça donnerait ici. En plus, Adopt est basé sur le principe de slow dating. Et là, ce sont les femmes qui envoient le premier message. Ce qui va éviter beaucoup de tracas, de messages gênants, ce genre de choses. Ensuite, vous prenez le temps de connaître l'autre à votre rythme. Et d'ailleurs, vous pouvez même discuter avec des messages vocaux si vous êtes à l'aise. Bref, tout est pensé pour connaître la personne derrière l'écran avant un rendez-vous physique. Et là, Adopt met le respect au premier plan. Bref, si ça vous intéresse vraiment de tester cette fonctionnalité, de tenter votre chance là-dedans, eh bien, il y a un lien en description avec l'appli qui est dispo sur toutes les plateformes. D'ailleurs, avec le code Gustave, vous avez moins 60% sur l'abonnement 1 mois en vous inscrivant. Le code promo n'est dispo que quelques jours jusqu'au 17 mai précisément, donc, bien, vous savez quoi faire, quoi. Bref, si vous utilisez l'appli, vous penserez peut-être à notre cobaye Gustave, qui passe sa première semaine tout seul. Exactement comme un ikikomori. En fait, c'est un mot japonais qui désigne quelqu'un qui choisit de vivre complètement à l'écart de la société. Alors déjà en France, il y en aurait au moins 10 000. Et là, je vais d'ailleurs vous parler de l'un d'eux de façon anonyme. Et comme la plupart des ikikomori, ce Français, il a vécu des traumatismes dans son enfance. Et de fil en aiguille, il a décidé de vivre enfermé pour se protéger du monde et de la société. Bref, aujourd'hui, il a plus de 30 ans, il vit dans sa chambre chez son père, totalement retranché. Il ne sort d'ailleurs qu'une fois par mois pour aller chez le médecin ou au bureau de tabac. Et la journée, il discute en ligne, il dessine, il programme, bref, il vit sur Internet. En vrai, pour lui, la solitude, c'est pas forcément un problème. Et d'ailleurs, du côté de notre cobaye, les premiers jours tout seul, il se sent plus créatif, plus productif, quoi. Alors c'est quand même rigolo parce que les ados qui passent environ un quart de leur journée seuls ont des meilleures notes à l'école. Du coup voilà, si vous avez des mauvaises notes, c'est que vous n'êtes pas assez seul quoi. Isolez-vous putain. Mais bon, la solitude, ça doit pas durer non plus trop longtemps pour profiter de ses effets positifs. Parce que en vrai, sur le long terme, les ikikomori, ils peuvent vraiment rentrer dans un sacré enfer. Pendant 3 années, je passais tout mon temps à me critiquer. Je n'avais même pas la motivation de me doucher ou de me brosser les dents. Tout ce que je faisais, c'était de me lever dans l'après-midi, manger, faire mes besoins et respirer. J'étais comme un cadavre vivant. Je pensais que ma vie n'avait pas de sens. J'étais toujours épuisée. Je m'en suis sortie après un déclic qui m'a permis de voir les choses différemment. Et là, au bout d'une semaine, notre cobaye ressasse en boucle lui aussi. Il a l'impression que les journées se répètent, il a une mauvaise humeur, et puis il s'ennuie quoi. Et en effet, en vrai, la solitude nous rend vulnérables à nos propres critiques. Et du coup, on peut finir par manger pour compenser, se ronger les ongles, s'arracher des poils, etc., etc. Et d'ailleurs, quand on vit complètement isolé, on ne peut pas demander de l'aide en cas d'urgence. C'est quand même un peu con, quoi. Et ça, c'est le cas, par exemple, pour Christopher McCandless, qui avait inspiré le livre, le film Into the Wild. Je sais pas si vous l'avez vu, c'était très émouvant. En fait, Christopher, il est parti en voyage en solitaire à travers l'Alaska pour abandonner la société moderne. Et du coup, il est mort après avoir mangé une plante toxique sans pouvoir appeler au secours. Parce qu'il avait couper les ponts, quoi. Bref, nous on va voir maintenant si c'est quand même mieux de passer une semaine constamment entouré de monde. Bon, dans les années 90, le français Jean-François Clairvoy a été astronaute pour la NASA et il a participé au total à 3 missions dans l'espace d'environ une semaine à chaque fois. Là, vous dites, dans l'espace on est seul et tout, c'est bizarre. En fait, pas tout à fait. Parce que lui, il devait cohabiter avec une équipe de 6 personnes dans la navette spatiale, donc ils avaient seulement quelques mètres carrés à se partager.
vraiment vous imaginer, mais dans ces endroits-là, chaque centimètre carré coûte extrêmement cher. C'est des centimètres carrés là. Bref, les astronautes n'ont quasiment aucune intimité dans ce genre de mission, mais ils ont été recrutés et entraînés pour cette situation, donc ils ne se plaignent pas. C'est quand même une aubaine de vivre 400 km au-dessus de la Terre, quoi. D'ailleurs, se plaindre tout le temps, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'astronautes français, je sais pas. Sale frousse de merde! Et bon, du côté de notre deuxième cobaye, là, Balthazar, il est entouré de plusieurs personnes non-stop, un peu comme un astronaute, sauf que lui, il n'a pas été entraîné. Et du coup, déjà, il se sent stressé, oppressé, observé. En fait, il y a toujours quelqu'un dans son champ de vision. Et notre cobaye n'a aucun moment pour se détendre tout seul ou se ressourcer mentalement. Quand on a une base introvertie, c'est très très difficile, quoi. Et en fait, on pourrait comparer cette situation vraiment à celle d'un prisonnier. Par exemple, en France, les détenus vivent souvent 2, 3 ou même à 4 dans des cellules de 9 mètres carrés. Du coup, ils sont en permanence entourés d'autres détenus qu'ils ne connaissent pas, sans aucune intimité. Bref, la première semaine, ça fait souvent un choc. J'ai été placé dans une petite cellule avec un autre détenu. Nos toilettes étaient juste fermées par un panneau de bois hyper fin. Donc ça laissait passer les mauvaises odeurs et les bruits gênants dans notre cellule. Après quelques jours, j'avais très mal au ventre. Je n'arrivais pas à évacuer. J'étais constipé quoi, parce que je ne voulais pas aller aux toilettes. Puis j'ai commencé à avoir des spasmes, à trembler, à saigner. J'avais vraiment peur. La suite a été traumatisante. L'infirmière m'a donné un cachet et j'ai passé toute l'après-midi aux chiottes. Mon co-détenu était juste à côté et entendait tout. C'était tellement humiliant pour moi. J'ai eu plein d'autres crises où je passais des heures aux toilettes, bloqué par le manque d'intimité. Et bref, pour la fin de cette anecdote, ce détenu, on l'a changé de cellule, ce qui n'était pas content, quoi. Sauf qu'il s'est retrouvé à ce moment-là avec 3 co-détenus, toujours dans 9 mètres carrés. En tout cas, après une semaine sans jamais être seul, notre cobaye, là, il a aussi pas mal au ventre. Et du coup, en fait, il se retient pour aller aux toilettes ou pour ne pas y aller. Parce qu'il est stressé, il se sent entouré, il n'est pas à l'aise, quoi. Il n'arrive pas à se détendre. Bref, il a vraiment aucun moment d'intimité, même pour se changer ou se laver, etc. Et ça ne fait qu'une semaine. Et là, nos 2 cobayes vont bientôt découvrir de nouvelles conséquences à la fois physiques et mentales. Pendant la crise du Covid, il y a eu plein de pays qui ont mis en place des confinements. Par exemple, en France, le premier a duré un peu plus de 3 mois. Si vous vous souvenez, quand même, c'était bizarre comme truc, hein. Jamais on avait vécu ça de toute l'histoire de l'humanité. Et là, hop, le monde entier, il reste enfermé chez eux, du jour au lendemain. Et du coup, beaucoup de personnes se sont retrouvées coincées, enfermées toutes seules, sans aucun contact humain. Comme par exemple, là, notre cobaye Gustave, qui ne voit personne depuis déjà 3 mois. Et à force de rester enfermé chez lui, il a pris quelques kilos, il dort moins bien, et pas hyper en forme, quoi. Par exemple, au Japon, les habitants ont particulièrement souffert de l'isolement pendant les confinements. Et du coup, chez eux, déjà que c'était pas joli, le nombre de suicides a explosé. Et d'ailleurs, avec ça, le gouvernement japonais a créé ni plus ni moins qu'un ministre de la solitude. Et en fait, maintenant, il y a un ministre qui est chargé de lutter contre la solitude et l'isolement dans le pays. Sauf qu'en réalité, le problème, ce n'est pas forcément d'être seul, mais de se sentir seul. Parce que, dans les faits, en fait, il y a plein de gens qui ont très bien vécu le fait d'être confinés dans leur coin. C'était le plus beau jour de leur life. Non, là, le problème, c'est que la souffrance, elle apparaît quand on ne peut pas avoir autant de relations sociales qu'on aimerait. Et donc, qu'on subisse la solitude. Et du coup, on peut à ce moment-là ressentir de la douleur émotionnelle, mais aussi des vraies douleurs physiques. C'est pas que dans la tête. Et ça, c'est par exemple le cas de notre cobaye. Et c'est probablement ce qui est arrivé à Donald Crowhurst, un navigateur anglais, parce qu'il y a environ 50 ans, il a participé à une course de voilier en solitaire autour du monde. Et au fil des mois, la solitude le rend fou, jusqu'à le pousser à sauter par-dessus bord. Son bateau a alors été retrouvé avec son journal de bord, où on le voit qui sombre petit à petit dans la folie. D'ailleurs, certains gardiens de phare, peut-être pas assez solides, devenaient également fous de solitude. En particulier, par exemple, au phare de Thévenec, situé en pleine mer en Bretagne. Vous voyez, c'est celui-là, là. Ça donne envie, ouais. En vrai, pourquoi pas? Non, je ne crois pas, non. Une semaine max. Parce que en vrai, en 1875, le premier gardien de ce phare est devenu fou. Et il s'est rapidement alors mis à entendre des voix qui le harcelaient, mais en breton. Et il entendait « Va-t'en, va-t'en, ici c'est ma place ». J'avoue, surtout si c'est en breton, ça fait un peu... Le deuxième gardien, lui, il a tenu plus longtemps, mais il est également devenu fou. Et après d'autres histoires du genre, ça devenait compliqué de recruter des gens et en gros, le phare a finalement été automatisé. Pour le moment, notre cobaye Gustave n'est pas encore fou. Mais par contre, il est de plus en plus stressé. Il se sent un peu malade et étrangement, son cœur bat plus vite. En fait, rester trop longtemps tout seul, ça peut mettre notre corps en état d'alerte générale. Et du coup, notre corps génère alors du cortisol, c'est ni plus ni moins que l'hormone du stress, qui peut devenir d'ailleurs un poison quand on en a trop dans le corps, ainsi que plein d'autres hormones qui chamboulent tout. Et d'ailleurs, ça c'est peut-être un réflexe de survie qui vient de nos ancêtres. Plus dans le sens où faire comprendre en fait aux individus, si t'es tout seul, mon gars, t'as aucune chance de survie. Parce que les êtres humains ont pu bâtir ce qu'on a bâti parce que du coup on était entourés, quoi. Jamais solo. Et c'est vrai, petite parenthèse, pensez à tout ce que vous voyez autour de vous. Votre téléphone sur lequel vous regardez la vidéo, peut-être votre ordinateur, le canapé où vous êtes assis, la maison, tout autour de vous
vous, tout a été conçu par des êtres humains. Du coup, on s'appuie sur les constructions d'autres personnes. Et donc, en solo, c'est mort. Bref, en parlant de groupe, si on va voir notre cobaye Balthazar, lui, il est en train de découvrir un autre problème bien particulier. Vous le savez, pendant le confinement, il y avait des gens seuls, mais il y avait aussi l'exact opposé. Et ça, c'est le cas par exemple d'une famille parisienne qui a passé 3 mois dans 11 mètres carrés, soit 2 adultes, 3 enfants, dont un bébé, qui sont restés 24 heures sur 24 dans un studio minuscule quoi. Leur logement n'avait qu'une seule fenêtre, donc l'air ne circulait pas très bien, ils avaient du mal à respirer. Dès qu'un enfant se réveillait, il réveillait tout le monde. Et en plus de la fatigue, il fallait gérer les toilettes, la douche, la cuisine, le bébé. Eh bien, notre cobaye, Balthazar, vous voyez là, il vit à peu près la même chose depuis 3 mois. Et du coup, il commence très clairement là à se sentir à la fois triste, oppressé, énervé. En fait, il est en train de découvrir le phénomène inverse de la solitude. Et du coup, c'est un mot que je vais peut-être vous apprendre. Vous avez peut-être jamais entendu. En psychologie, on parle du concept d'asolitude. Bon, on a mis un A devant, quoi, voilà. Ok, j'ai compris. Bref, la solitude, en fait, c'est quand on souffre de ne pas pouvoir passer autant de temps qu'on voudrait solo, quoi. Et du coup, ça provoque des états de stress, de tristesse, des sauts d'humeur, quoi. Bref, pendant les confinements, beaucoup de personnes ont ressenti de la solitude. Attendez, je précise pas de la solitude, non. De L', solitude. Les gars, il y avait plein de mots possibles. Pourquoi vous avez trouvé celui-là? C'est nul. Bref, témoignage. Moi, c'est simple. Après, je ne pouvais plus encadrer personne. Occuper les gosses, écouter les mêmes conversations basiques au bureau, vivre au rythme des autres, c'était au-dessus de mes forces. Juste impossible. J'ai pris des vacances et je suis parti tout seul en randonnée avec ma tante. Je peux l'affirmer, avec le recul, ça a sauvé ma santé mentale. J'étais à 2 doigts de l'effondrement. Je ne supportais plus rien. Mes amis, la foule, mes collègues. Je n'avais plus assez de jus. Juste un gros besoin de silence. Alors ok, là imaginez Damien Apriou, qui commande lui un sous-marin nucléaire qui s'appelle le Terrible. Là c'est simple, les missions peuvent durer 80 jours sous l'eau, totalement coupées du monde. L'équipage de 113 personnes vit dans quelques dizaines de mètres carrés et la plupart n'ont même pas de chambre, juste une couchette avec un simple rideau. Vraiment pas intérêt à ronfler quoi, ou à être claustro évidemment. D'ailleurs d'après Damien, c'est vraiment la discipline qui permet de supporter la promiscuité. Faut savoir déjà écouter et se taire, éviter les conflits ou alors les résoudre très rapidement. Et d'ailleurs ils font du sport tous les jours, en fait ça leur permet de s'isoler et de penser à autre chose, aussi peut-être d'évacuer le stress. Mais bon, malgré tout en mer, il y a souvent une baisse de morale qui est générée, généralement vers la 6e semaine. Et donc justement ça tombe bien parce que notre cobaye Balthazar il se sent moins productif, moins créatif et très stressé à être toujours entouré. D'ailleurs il a de plus en plus de mal à réfléchir, à se contrôler quand il s'énerve. Bref, vous le voyez, trop d'interactions sociales, ça peut vraiment générer du stress. Et du coup, en fait, quand on n'a aucun moment seul, on n'arrive pas à calmer ce stress, ni à réfléchir correctement. C'est un peu comme ne pas réussir à faire redescendre la cocotte minute, quoi. Bref, la santé mentale de nos 2 cobayes va bientôt basculer, surtout pour l'un d'eux. Alors, est-ce que vous connaissez Alexander Selkirk? Vous savez, c'est le naufragé qui a inspiré Robinson Crusoe. Là, ça vous parle. Alors, contrairement à l'histoire de Crusoe, la première année d'Alexander, elle se passe à 2 doigts de la folie. Parce que lui, il reste nuit et jour sur la plage dans l'espoir qu'un bateau vienne le sauver. Et du coup, il reste seul trop longtemps. Et donc, à ce moment-là, certaines zones de son cerveau ne fonctionnent plus correctement. Que ce soit la mémoire, les émotions, prise de décision logique, jusqu'à potentiellement commencer à perdre la boule. Mais Alexander finit par mettre en place une routine qui va le sauver. Et du coup, il grave son nom sur les arbres de l'île. Il apprivoise des chevreaux et des chats qui lui tiennent compagnie. Et il a même une Bible avec lui qui se met à lire à voix haute. Et ça va l'aider à entretenir son cerveau. D'ailleurs, la majorité des naufragés finissent aussi par personnifier des objets. Un peu comme Tom Hanks dans le film Seul au monde, qui peint un visage sur un ballon. Bon alors, on est copains. Et ça paraît bizarre, mais ça permet de créer un ami imaginaire qui va l'aider à affronter la solitude. Écoutez, ça tombe bien, moi aussi j'ai le mien, je vous présente Achille. Achille, tu veux dire bonjour aux gens? Allez, vas-y, sois pas... C'est pas en tournage, Jean-Achille. Ouais, ok. Du coup, on en était où? Gustave. Du coup, notre cobaye Gustave a intérêt à trouver des solutions pour pas devenir taré lui aussi. Parler, lire, écrire, adopter un animal de compagnie, suivre une routine ou une hygiène bien précise. Mais on peut encore faire pire parce que certains pays utilisent l'isolement comme torture. J'ai été enfermée 1 an et demi dans une cellule d'isolement total. C'est comme vivre dans une boîte de conserve. Il n'y avait pas de lumière, pas d'air, pas d'odeur. Mais le pire, c'était le silence et la solitude. Ils me rendaient malade. J'avais besoin de la compagnie d'un être vivant. J'étais folle de joie quand une mouche apparaissait. Je faisais attention à pas la laisser sortir quand un gardien ouvrait la porte. Je la suivais et je lui parlais. Ça a été une période dévastatrice. Alors en 2009, Sarah Shourd a été accusée d'espionnage en Iran. Elle a été enfermée en cellule d'isolement. Elle y est restée plus d'1 an et elle a commencé à avoir des hallucinations là. Elle se mettait alors à entendre des voix et des bruits qui n'existaient pas et elle voyait des lumières qui clignotaient. D'ailleurs, aux États-Unis, certains prisonniers, supermax qu'on appelle, n'ont droit à aucune
interaction sociale. Et du coup là, beaucoup souffrent d'anxiété, de paranoïa, d'obsession, de TOC, la liste est longue honnêtement. Et d'ailleurs, certains déclenchent même délibérément des conflits ou des bastons avec leurs gardiens juste pour avoir un peu de... que ça bouge quoi, il se passe des choses. Ou en vrai plutôt pour réaffirmer leur propre existence, pour se souvenir qu'ils existent quoi. Parce que c'est aussi ça en fait le problème de la solitude. Et là, notre cobaye finit par se demander s'il existe vraiment quoi. Et après 1 an sans voir personne, il commence vraiment à perdre la notion du temps et de la réalité. Et là, il est au bord de la folie et pourtant sa situation peut encore empirer. Mais avant d'en parler, on va comparer avec notre deuxième cobaye après 1 an sans jamais être seul. Alors faut que je vous raconte une petite histoire. Louis XIV, donc le roi Soleil, était constamment entouré d'une cour. Donc plein de personnes pour l'aider et puis le servir. Et il n'y avait jamais un seul moment de calme. Les gens qui faisaient partie de cette cour souffraient donc du manque d'intimité et de solitude. À tel point que certains d'entre eux de cette cour finissaient en dépression ou avec des problèmes de santé mentale. Vous le voyez, hein, c'est peut-être royal tout ça, mais ça n'empêche pas le reste. Et de son côté, Louis XIV, lui, n'avait aucun problème à ne jamais être seul. Probablement que ça devait être un grand extraverti, et donc, comme vous le savez, les extravertis se nourrissent en étant entourés de gens. Par contre, si vous avez un peu d'introversion en vous, ça devient chaud là. Et donc ça, c'est totalement à l'opposé du roi Louis II de Bavière, qui a été surnommé le roi fou, et qui lui rêvait de calme, littéralement. Sauf qu'il était constamment entouré de courtisans et de conseillers, et le manque de solitude l'a alors rendu dépressif, puis il a finalement été déclaré fou et destitué du trône. Je pense que c'était vraiment tout ce qu'il souhaitait. Et en vrai, aujourd'hui, certaines familles nombreuses souffrent aussi de la promiscuité. Là, si on revient sur Paris, on a trouvé une famille de 7 personnes qui vivent tous en fait dans 11 mètres carrés. Belle optimisation quoi. Et donc en fait, comme il n'y a pas du tout de place pour mettre le moindre meuble, ils dorment, ils mangent et ils écrivent par terre. Bon, heureusement, ils peuvent quand même sortir s'aérer, mais à la longue, les enfants sont un petit peu comme des lions en cage. Mais il y a aussi l'exemple d'une Française qui a grandi en HLM près de Lyon. Elle avait une petite chambre pour elle et également dedans ses 4 frères et sœurs. Et le problème, c'est qu'il y avait des piles de linge partout, on ne pouvait pas jouer, pas travailler, il fallait toujours aller dehors. Et en grandissant, avec la puberté, le manque d'intimité a été de plus en plus difficile pour elle. Niveau stats, en fait, il y aurait plus d'1 million de personnes en France en situation de ce qu'on appelle le surpeuplement accentué. Et notre cobaye Balthazar n'arrive toujours pas à s'habituer à cette situation. Et là, il est même en train de perdre son identité. Et en fait, en effet, très souvent, on a besoin de passer du temps seul pour se connecter avec soi-même. Et ça peut paraître cliché, mais c'est en étant seul que souvent, ça va nous permettre de nous construire, savoir nos besoins, nos sentiments, se connaître. Et du coup, si on passe à côté de cette introspection, on peut devenir une sorte de zombie. On ne sait alors plus trop qui on est vraiment, ce qu'on veut. On se laisse porter par les autres. On est noyé vraiment dans le groupe. Par exemple, les Beatles, eux, ils ont souffert à force d'être trop entourés de monde. Que ce soit entre les enregistrements, les tournées, les fans, les journalistes, ils étaient vraiment pas souvent seuls. Et l'absence d'intimité a eu des vrais impacts sur la santé mentale de certains membres du groupe. D'ailleurs, la chanson Help de John Lennon a été un vrai appel au secours de sa part. Mais on va voir après justement que pour certaines célébrités, le manque de solitude, ça les a entraînés bien plus loin. Alors vous connaissez sans doute le film Mowgli de Disney, avec Bagheera, machin. Mais est-ce que vous connaissez la vraie histoire qui a inspiré Mowgli? Eh bien elle commence en Inde vers 1860 et là on a un jeune bébé qui est abandonné dans la forêt. Tout le monde pense qu'il est mort, sauf que 6 ans plus tard, l'enfant est retrouvé dans une grotte en train de jouer avec des loups. Et là on le voit marcher à 4 pattes, grogner comme des loups et manger uniquement de la viande crue. À ce moment-là, on récupère l'enfant, on l'emmène dans un orphelinat, sauf qu'il n'a jamais vraiment réussi à s'adapter et il est resté alors handicapé toute sa vie. Donc un peu moins fun. De toute façon, les contes Disney sont très souvent inspirés d'histoires assez tragiques. Mais heureusement, parfois ça se passe mieux. Comme par exemple pour un Italien qui vit tout seul sur une île de la Méditerranée depuis 35 ans. Et ça se passe d'ailleurs tellement bien qu'il ne veut même pas partir. En fait, il a décidé de passer sa retraite ici, il est bien. Ah, je suis bien! Et d'ailleurs, encore plus extrême, mais le conseiller nucléaire de Saddam Hussein avait vécu 10 ans en isolement total. Et pour tenir, lui c'est simple, il s'était réfugié dans sa tête. Et il se mettait alors à inventer des problèmes mathématiques qu'il essayait de résoudre. Et d'ailleurs aujourd'hui, il a été libéré et il est devenu vice-ministre de l'énergie de l'Irak. Pas mal pour quelqu'un qui faisait des maths dans sa tête quoi. Mais parfois par contre ça se passe moins bien. Et ça c'est par exemple le cas de l'hikikomori français dont on parlait au début. Donc pour rappel, c'était un garçon qui restait enfermé chez son père tout le temps. Et lui il se trouve qu'après des années d'isolement, il s'est mis à développer un trouble mental. En fait à ce moment-là, il a des grosses périodes où il devient hyper maniaque et dépressif, en plus d'avoir des hallucinations. Et exactement comme Gustave, qui est en pleine dépression après des années de solitude.
Mais dans les cas vraiment extrêmes, écoutez bien, l'isolement peut même provoquer de la dépersonnalisation. En fait, c'est simplement la sensation de se détacher de son propre corps, de se voir presque à la troisième personne. Je suis seul depuis 4 ans. Je suis convaincu que je serai plus jamais normal. Si j'avais juste un ami, ma santé mentale serait bien meilleure, mais non. Je me parle, je fais comme si j'étais une personne différente, avec un nom complètement différent. Parfois, je commence à y croire. Je pleure presque tous les jours et j'ai d'horribles sautes d'humeur. Et je remarque que mon cerveau est brumeux. C'est difficile pour moi de penser en général et je me sens pas motivé à faire quoi que ce soit. Mais c'est pas tout. Par exemple, Van Gogh, donc, qui je rappelle avait quand même fait quelques peintures très sympas comme celle-là ou celle-là. Vous direz pas combien sont estimées les toiles parce que c'est délirant. Ça fait partie des plus chers du monde. En vrai, Van Gogh, lui, en fait, il se sentait souvent exclu de la société et il a vécu très seul. Et d'ailleurs, c'est en partie à cause de ça qu'il s'est coupé l'oreille et qu'il a fini par se suicider à 37 ans. Comme tous ces Japonais qui ont mis fin à leur jour pendant les confinements. Et en tout cas, dans les cas extrêmes, la solitude extrême peut effectivement se finir avec un suicide. Mais bon, heureusement, ça reste rare et ça peut vraiment être évité. Mais du côté de notre deuxième cobaye, Balthazar, il va aussi faire face à une difficulté extrême. Alors vous le savez, mais la famille royale britannique, elle peut faire rêver avec la richesse, la célébrité, le pouvoir, mais en vrai ça convient vraiment pas à tout le monde. Le prince William par exemple, lui il a souffert d'une sérieuse dépression à cause de ça. Parce que, rappelons-le, mais les membres de la famille royale doivent supporter des paparazzis, des protocoles, la foule, et ils ont alors du mal à garder une vie privée, à avoir des moments seuls. Et justement, après des années sans jamais être seul, notre cobaye Balthazar, il est rentré en dépression. Après la tristesse vient la dépression, donc vous l'avez compris, c'est le Pokémon qui évolue. Et du coup là il a beaucoup de mal à être autonome, à prendre ses propres décisions. Alors bon, en temps normal, les moments qu'on passe tout seul nous apprennent à être autonome. On n'a pas le choix, sinon on ne fait rien. Du coup, c'est l'occasion de prendre des décisions en toute indépendance. Je fais ci ou ça, personne nous le dit. Et sans ces opportunités de choisir par soi-même, on peut devenir dépendant des autres pour les décisions. Et petit à petit, avoir le sentiment de perdre le contrôle sur sa propre vie. Mais le manque de solitude peut aller bien plus loin. Par exemple, la princesse Diana a vécu un enfer à force d'être poursuivie partout par des paparazzis. Et un soir en 1997, le chauffeur privé de Diana essaye de semer des paparazzis qui les suivent en moto. Sauf que il perd le contrôle du véhicule, la voiture finit par se cracher dans un tunnel et la princesse Diana meurt de ses blessures. Donc là, le manque de vie privée et la tentative d'essayer de la regagner en essayant de fuir les paparazzis, ça lui a coûté la vie. Mais parfois, le manque de solitude, d'être toujours avec des gens, toujours, ça peut être la cause directe. Par exemple, en 2017, Kim Jong-un, c'est pas Un, c'est Yoon, je parle pas du dictateur, c'est pas la même personne. Bref, Kim Jong-un, une superstar de la K-pop, Corée du Sud, on le retrouve mort dans sa chambre d'hôtel. Et là, les raisons de ça, c'est que Kim n'avait jamais eu de vacances ni de vie privée depuis son adolescence. En fait, ses agents décidaient de tout, que ce soit le style musical, régime alimentaire, utilisation des téléphones portables, y compris l'appartement où Kim vivait, ainsi que ses relations. Et en plus, il était régulièrement harcelé et traqué par les paparazzis et les fans. Bref, Kim ne pouvait plus supporter ce rythme de vie au point de trouver la seule issue pour lui, la mort. Plus tard, on a retrouvé une note d'adieu où il a écrit qu'il était brisé de l'intérieur par cette vie. Ce qui paraît d'autant plus fou qu'en extérieur, tout semblait être parfait pour lui. D'ailleurs, d'après un sondage, près de 40% des acteurs coréens ont déjà pensé à mettre fin à leur jour. C'est énorme. Presque une personne sur deux qui fait de l'acting, c'est quand même chaud en Corée du Sud. Et là, vous voyez, avec notre pauvre cobaye Balthazar, on est sur le point d'arriver au point de non-retour. Alors, écoutez, on va peut-être arrêter l'expérience ici. Et au final, vous le voyez, mais la solitude ou même la solitude peuvent provoquer des effets assez similaires. Mais néanmoins, la solitude peut faire plus de dégâts bien plus rapidement que l'absence de solitude. Bref, pour être heureux et en bonne santé, retenez qu'il faut un mélange de solitude et de vie sociale. Après, quel est le ratio? Ça, c'est à vous de le déterminer. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura inspiré. Ça a été un plaisir de la tourner, justement en parlant de relations. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, peut-être le partenaire de vos rêves, n'hésitez pas à les tester Adopt, ils ont une formule qui a l'air assez cool. Le lien, le code promo sont en description, faites-vous plaisir. Et sur ce, nous on se dit à la semaine prochaine.